Allez, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de webinaire Simco Consulting. Nous sommes actuellement en direct d'un site industriel d'un de nos clients et j'espère que nous aurons une bonne communication pour les 3/4 d'heure ou la petite heure que nous allons passer ensemble. La thématique aujourd'hui, convoyeurs, AGV, AMR, l'évolution, l'automatisation de nos entrepôts, non pas sur la partie stockage, encore que, non pas sur la partie de préparation de commandes, encore que, mais plutôt sur le déplacement des charges du point A au point B et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces différents outils. Alors, le temps que d'autres participants nous rejoignent et pour ceux qui ne se sont jamais connectés sur nos webinaires, une petite présentation assez rapide de l'expertise de Simco Consulting. Donc, nous sommes un cabinet spécialisé en conseil et formation en logistique et supply chain. Nos accompagnements passent par les études de faisabilité, les phases d'audit. On commence de nous confier un environnement et vous demander de le benchmarker et de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer ou vous avez une problématique sur laquelle on va faire un focus. Une étude de faisabilité, si vous avez des perspectives, une stratégie qui définit une évolution, un besoin, et vous ne savez pas si vous pouvez densifier, si vous devez construire, si vous devez déménager, réfléchir à un autre schéma directeur et auquel cas on va comparer plusieurs scénarios avec différentes technologies possibles. Une partie mise en œuvre, évidemment, une fois qu'on a défini, on n'aime pas trop les yakafokans chez Simco et on vous accompagne pour rédiger le cahier des charges, sélectionner les bons fournisseurs et derrière donc assurer la partie gestion du projet, mise en œuvre, respect des délais et des performances. Une partie simulation de flux, on abordera quelque peu cette notion de simulation de flux en fin de notre exercice. Une partie système d'information qui est non négligeable puisque pas de bon flux physique, c'est pas de bon flux d'information. On accompagne des prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre. On accompagne des donneurs d'ordre pour répondre pour lancer des appels d'offres de prestations, d'externalisation de prestations logistiques. Et puis, on assure également de la formation puisqu'on considère qu'il est important que nos collaborateurs soient formés correctement, on fasse des rappels aux fondamentaux de manière à ce qu'on sache ce qu'on doit pouvoir attendre d'un système d'information ou d'une organisation qu'on va mettre en place dans la foulée. Deuxième pavé de l'expertise de Simco, c'est la partie supply chain. Donc, on va retrouver donc tout ce qui va être analyse des processus, décision, quelques applications d'outils du Lean également, de manière à pouvoir lisser ces flux. Une notion sur la prévision de la demande, puisque c'est important aujourd'hui de pouvoir anticiper sur la demande et derrière de pouvoir estimer donc les stocks et d'assurer la gestion de stock qui va bien et de trouver donc le bon équilibre entre la prévision et la flexibilité de la réactivité. Une notion d'approvisionnement, d'ordonnancement. Nos entrepôts sont des usines aujourd'hui et donc il est nécessaire qu'on aborde cette notion d'appro d'ordon de manière très industrielle, entre guillemets 4.0 avec la partie donc système d'information et le tout donc peut s'accompagner également d'une formule de formation. Je vous laisse consulter quelques-uns de nos 600 clients qu'on a pu accompagner depuis 1981. D'abord au départ de Milan en Italie où est notre siège social, et puis également donc depuis Chalon-sur-Saône où est la filiale française et sur laquelle on intervient sur les pays donc France et pays limitrophes. Voilà, donc des petits clients, des gros clients, des prestataires logistiques, des chargeurs de l'industrie, de la pharmacie, de la cosmétique, de l'alimentaire. On est présent dans de nombreux secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de format standard, on s'adapte à la taille de nos clients, aux besoins de nos clients. On a une méthodologie qui est bien rodée pour ça. Alors, le thème qui nous attend aujourd'hui, donc convoyeur, AGV, AMR. Pas évident de développer ce thème en moins de 3/4 d'heure, mais on va essayer de le faire. C'est un challenge à chaque nouveau webinaire. On va refaire un peu le contexte finalement de nos entrepôts. Alors, entrepôt usine, entrepôt de distribution, hein, on entrepote au sein du process de production chez Simco,
mais on peut alimenter des chaînes de production. Et donc, on a tout intérêt à aller chercher, donc étudier tout au moins la possibilité d'automatiser ces parties-là. Et on va sortir donc de la chaîne de production des produits semi-finis, des retours d'emballage de composants ou de matières premières, des retours de pesée, et puis des produits semi-finis ou des produits finis également. On essaiera en quelques slides, et c'est bien le cœur de notre webinaire, de parler convoyeurs, de faire un petit peu d'histoire. On va remonter un petit peu en arrière sur l'évolution des technologies. On va parler des AGV, on va parler des EMR, qui sont quelque part les derniers nés de cette gamme d'automatisation, encore une fois, de transfert de marchandises. On essaiera de voir, alors il y a un petit tableau comparatif. Voilà, l'idée, c'est pas d'opposer les systèmes parce qu'ils peuvent être complémentaires, mais c'est de voir un peu ce que ça fait les systèmes par rapport à d'autres. Et puis, comme d'habitude, en fin de session, et vous pouvez le faire au fil de l'eau à travers l'outil de chat, vous pouvez poser vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis, donc, si les questions arrivent malheureusement après, j'y répondrai, je vous rappellerai dans la foulée, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et je précise aussi que comme vous participez, et je vous en remercie donc à ce webinaire, vous serez destinataire donc du lien de téléchargement du support de présentation, de même d'un support permettant le replay. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Silco Consulting. On a un certain nombre d'historiques de webinaires qui sont disponibles. Et puis à la fin du document, mais vous avez reçu aussi donc mail et vous êtes inscrit, donc a priori vous les avez, mais vous aurez donc les coordonnées pour nous contacter. Sait-on jamais, des fois vous ayez un projet. Alors le contexte du convoyeur, l'idée c'est pourquoi est-ce qu'on va aller chercher un convoyeur, pourquoi est-ce qu'on va chercher un AGV, un AMR dans nos entrepôts. La première idée qui peut nous venir, c'est une problématique humaine. On a du mal à recruter dans nos entrepôts, donc il y a un vrai sujet. Embaucher des caristes pour faire uniquement des allers-retours sans descendre du chariot et toujours aller du point A au point B. Bon, il n'y a rien de très enrichissant à le faire pour les collaborateurs. On peut avoir des fois des problèmes de saturation, de coactivité, on peut avoir des pics à passer. Donc tout ça, on va avoir une notion qui va être importante, qui va jouer à la fois sur l'humain et à la fois sur l'optimisation des surfaces, puisqu'on a aussi une raréfaction des surfaces et on a besoin de densifier nos surfaces de travail pour regagner de la capacité soit de production, soit donc de stockage. Et puis, on a constaté, et ça, c'est pas nouveau, mais ça va mieux en le disant, qu'on a quand même de plus en plus de flux et de plus en plus de petits flux. Ça veut dire que là où on déplaçait un chariot pour déplacer une palette 3 fois avant qu'elle se vide, eh ben aujourd'hui, on va peut-être la déplacer 10 fois, 15 fois, 20 fois. Pourquoi? Parce que les clients sont plus les mêmes, on est dans du multicanal et donc on a des besoins et peut-être même ce même produit, on en a besoin donc à l'unité, au colis et puis à la couche palette à côté. Et donc, on va réfléchir à adapter nos processus et nos moyens de manière à pouvoir répondre à ces besoins. Et c'est difficile d'envoyer des fois d'envoyer de faire avancer donc de nombreux caristes plein de fois sur une même zone de travail. Et puis il y a forcément une optimisation financière, c'est important puisque voilà, on se doit en permanence d'aller chercher donc des gains de productivité. Ceci étant, je tiens à relativiser, c'est pas forcément l'objectif toujours financier qui est recherché. On ne va pas chercher systématiquement un ROI. On peut avoir donc des investissements qui sont contraints, qui nous font aller donc vers des environnements donc d'automatisation. Alors, dans le contexte, une illustration aussi, je ferai un petit aparté tout à l'heure sur les illustrations. On voit ici un AGV, voilà, un AGV avec donc un mât rétractable. Donc, on va sous-entendre que c'est un AGV qui est capable d'aller, plus est en allée étroite ici, donc stocker et sortir des palettes. Malgré tout, il y a un poste de conduite, on y reviendra. On a ici un AMR qu'on va surnommer la tortue. On a un convoyeur là, qui est toujours en mouvement. On ne sait pas où vont les pays, mais il est toujours en mouvement, il est toujours là.
Si on fait une petite évolution, la première, là où on parle aujourd'hui d'automatisation, on parlait avant de mécanisation dans nos entrepôts. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément d'intelligence associée à l'automatisation, mais si on posait le produit au point A, il était transféré au point B, on le récupérait, et entre-temps, peut-être qu'on pouvait avoir des opérations dessus. Donc, on était plutôt sur la mécanisation. On allait chercher, pour le coup, un ROI. Et puis, petit à petit, on est avancé donc sur cette notion de phase d'automatisation. D'abord pour travailler sur la partie RSE, voilà, aménagement, conditions de travail, puisque avec l'expérience et les chariots de plus en plus nombreux sur les exploitations logistiques, on s'est rendu compte que on avait des gens qui arrivaient en deuxième partie de carrière et qui avaient donc des problématiques de TMS, des problématiques de dos et autres. Donc on a réfléchi comment est-ce qu'on peut donc aménager ces outils aujourd'hui d'automatisation nous permettent de nous améliorer. Et puis donc on arrive sur ces notions d'AMR qui continuent dans la même logique et au fur et à mesure donc avec le temps, et on va le détailler dans les slides suivantes, avec le temps donc on bénéficie d'avancées technologies et également donc d'accessibilité donc aux outils. Là où on avait des enveloppes d'investissement très conséquentes pour aller automatiser certains flux, aujourd'hui, on a des enveloppes qui sont relativement plus raisonnables. Alors, petite parenthèse avant d'aller plus loin. Je présente ici, parce que c'est important d'illustrer des propos, je suis allé chercher pas mal de flux visuels, de photos que je vais vous présenter et partager à travers ce webinaire. Voilà, on travaille de manière totalement indépendante vis-à-vis des fournisseurs du marché. N'allez pas chercher un placement de produit parce que vous voyez une marque sur une photo ou n'importe. Tous les fournisseurs ou tous les sites internet que je vais les consulter pour constituer donc ce webinaire sont cités donc à la fin de la présentation. Voilà, donc et on peut échanger derrière, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, on le fait de manière totalement indépendante. Ensuite, encore une fois, on va comparer ici des technologies, mais qui ne sont pas opposables. Elles peuvent être ou elles sont complémentaires, elles peuvent coexister en usine, elles peuvent coexister en entrepôt. Et donc, on ne peut pas dire qu'on met fin à une technologie pour en prendre une autre, encore une fois, et on va voir pourquoi. Moi, je les considère comme complémentaires. Voilà. Et puis donc, quand bien même on va citer des exemples ou des applications, attention au travers et attention à ne pas aller trop vite, à faire simplement du copier-coller sur certains usages, certaines utilisations. On a besoin d'une étude poussée, je donnerai un petit peu le détail à la fin de l'exercice, pour aller identifier le besoin, calibrer un besoin. Quand on met en place une organisation avec des hommes, des caristes, il est relativement facile, hormis des problèmes d'espace et de saturation, de mettre du monde en plus parce que on a fait une erreur de calcul, on n'a pas tenu compte du pic d'activité, etc. Et il est beaucoup plus difficile, selon qu'on investit dans un convoyeur, un AGV ou plutôt des AMR, il est plus difficile d'aller derrière corriger et de dire je remets une enveloppe pour réinvestir ou pour compléter ou pour refaire les travaux. Je ne suis pas sûr que votre financier soit d'accord pour ça. Et puis sur la partie droite, on voit que comme d'habitude, on va traiter dans ces données, dans ces analyses de données, le film et la photo. On va laisser de côté un petit peu la photo qui constitue donc la partie stockage pour aller s'intéresser au film, puisque là on est bien sur la transitique et du déplacement de produits. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet à travers les convoyeurs avec une jolie photo qui date de 1936. Voilà, on reconnaît Charlie Chaplin avec donc cette image du film Les temps modernes. Et quand il faut serrer des boulons sur une pièce, eh bien les pièces circulent sur un convoyeur. On était déjà donc depuis les années, le début du XXe siècle, je crois que c'était dans les années 1910, on a vu apparaître des convoyeurs qui servaient à déplacer, à transporter des marchandises ou des matériaux d'un endroit à un autre, et plutôt sur des sites industriels. On ne parlait pas d'entrepôt à l'époque, on ne parlait pas de logistique. Et puis donc, ces convoyeurs ont été mis en place en même temps finalement que l'arrivée du taylorisme.
L'idée étant donc de maximiser, en termes très éco-scientifiques, on va dire, maximiser l'efficacité et la productivité donc des opérations industrielles. Donc c'est là que sont arrivés, donc ont commencé à arriver donc nos convoyeurs. Une combinaison d'organisation scientifique du travail, d'automatisation, et donc pour apporter des gains importants, réduire des coûts et augmenter surtout la capacité de production. Les quelques visuels ici que l'on a sous les yeux nous montrent donc qu'on peut avoir des convoyeurs plutôt sur la partie palette. On va plutôt être sur des convoyeurs qui sont relativement bas au sol, à 30-40 cm du sol, qui vont donc ici par exemple sortir d'une ligne de production. Ces palettes sont prêtes à aller à être rangées. On peut constater que ce convoyeur peut constituer un buffer pour la production. Voilà, ce qui évite d'avoir un cariste en permanence sur une sortie de ligne ou un AGV ou un AMR en permanence sur cette ligne à sortir donc les produits avec une forte intensité. On peut ici aménager un certain rythme de travail et peut-être faire cohabiter plusieurs lignes de production. Autre exemple de convoyeur qu'on a sur la partie droite, où ici donc on a un système donc plutôt de bague, donc petit volume. Donc ici on voit qu'on peut avoir on va avoir une approche distincte entre je convoie de la palette, je convoie du petit volume ou je convoie du hors gabarit, parce que voilà, convoyeur pas évident le hors gabarit, mais un GV derrière va savoir faire. Et ici donc on a un système avec un système de ce qu'on appelle le garde de préparation, c'est-à-dire que on a un convoyeur qui est central, qui convoie des bacs. Chaque bac a une étiquette, a une traçabilité. Quand le bac passe par un port de travail, donc par un poste de travail, pardon, il y a un flashage d'une puce RFID, d'un code barre, d'un QR code. On va regarder si ce bac est concerné par la marchandise qui est stockée, donc dans un périmètre qui correspond à ce poste de travail. Si c'est le cas, il se décale sur un convoyeur et il attend l'intervention de l'opérateur qui, quand il a fini, va quitter et va renvoyer le bac vers le convoyeur central. Et si ce n'est pas le cas, donc le bac doit passer tout droit, potentiellement jusqu'à la prochaine gare ou jusqu'à l'activité de farming. Et ça me fait penser qu'on a un webinaire qui s'annonce très prochainement justement pour le détail de la farming et l'optimisation des coûts de transport. Revenons aux convoyeurs et à l'évolution technologique. Les convoyeurs qu'on a aujourd'hui sont de plus en plus fiables. Ils ont une technologie qui est relativement simple, de plus en plus riche, mais relativement simple sur cette partie mise en œuvre. On est beaucoup sur la mécanique et évidemment un peu d'électrotechnique. On transporte des palettes, on transporte des colis, on peut transporter du vrac, puisqu'on peut avoir des convoyeurs à rouleau, des convoyeurs à bande, des convoyeurs à godet. On voit aussi des convoyeurs parfois là, dans les cimenteries qui prennent le sable et la matière en vrac et qui vont la déporter dans un silo. Et puis les convoyeurs, là où on a l'image d'un convoyeur qui est fixé au sol et qui, pour le coup, va empêcher de la circulation, va couper un flux et une opportunité de passage dans nos entrepôts. Ces convoyeurs sont de plus en plus mobiles, entre guillemets, et sont de plus en plus flexibles. On voit ici sur la photo de gauche, illustration de gauche, une personne qui passe à travers un convoyeur. Alors évidemment, ça demande la sécurisation et autres. Donc à travers un système d'ouverture du convoyeur. Donc ça ne l'empêche pas d'aller accéder à une zone de travail. Si vraiment on a des difficultés et on le retrouve facilement en cosmétique, en agroalimentaire, on peut faire convoyer dans des nacelles des colis, des cartons vides, par exemple, ici, prêts à être emballés, voire des cartons pleins. Donc, évidemment, il faut calculer la bonne capacité en termes de charge du convoyeur. Donc, on peut exploiter la partie haute de nos entrepôts qui, malheureusement, sont encore très peu exploités, de manière à pouvoir aller optimiser la surface au sol et prendre en compte ce besoin. On a des systèmes ici qui sont également modulaires. La troisième photo, en partant de la gauche de l'écran, on a ici entre plusieurs convoyeurs, on a des notions qui sont spécifiques pour des typologies de produits.
ici du sac. On peut avoir des postes de pesée, on peut avoir des postes de contrôle à travers ces convoyeurs. Et on a aujourd'hui des fournisseurs qui font des convoyeurs qui sont ce qu'on appelle plug and play. Ils sont de plus en plus mobiles, ils sont posés. On a besoin de 2 convoyeurs, de rallonger de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, de faire une courbe. Et bien on va greffer ces convoyeurs comme des Lego, on va les brancher, plug and play, et alors un petit coup de baguette magique, et on peut démarrer assez rapidement. Autre système, si le convoyeur est fixe, évidemment, on a un système de pont ici qui permet de passer au-dessus en toute sécurité. À savoir également que les convoyeurs aujourd'hui, par rapport aux convoyeurs d'hier, utilisent une autre énergie. Ils sont passés en électrique, là où on était plutôt en air comprimé. Donc, on a des exploitations qui sont relativement calmes et apaisantes dans les organisations qui sont équipées aujourd'hui. Évidemment pas sans bruit, mais en tout cas beaucoup moins qu'autrefois. Et puis donc on a également donc des notions de détection, c'est que le convoyeur sait si on a des produits qui sont à transférer ou si on n'a rien, et auquel cas donc il y a des modes fonctionnement, des modes veille, des modes de coupure qui viennent là aussi optimiser donc cette partie de consommation de nos entreprises. Voilà, peu de choses de plus à dire sur les convoyeurs. On verra après donc finalement quel est l'usage qu'on peut en faire comparé à des systèmes qui sont un peu plus récents et qui arrivent aussi dans nos exploitations et qui se démocratisent entre guillemets de plus en plus. Alors, quand je dis récent, je ne suis pas sûr que le mot s'applique, puisque les débuts des AGV, c'est plutôt dans les années 50, 50-70. Là aussi, en transport des matériaux, plutôt sur des courtes distances et plutôt à l'intérieur des installations industrielles. Le G de AGV mentionnait une notion de guidage, guidage par radar magnétique, guidage par ce qu'on appelle le fil de guidage, hein, donc un câble qui est enfoui donc, dans le sol et donc qui donne le chemin. Donc, ça veut dire qu'on a un chemin fixe qui est à parcourir donc, par l'AGV. Aujourd'hui, et on le voit dans la troisième photo en partant donc, de la gauche, on voit un AGV orange. Encore une fois, je ne cite pas de marque, qui a donc 2 petites oreilles en bas derrière. Donc en fait, ici, ce sont des rails, ce sont des plots qui permettent aussi de guider à l'intérieur donc d'une allée donc cet AGV. On verra qu'aujourd'hui les AGV donc évoluent, mais que malgré tout, ce sont des outils qui ont un circuit qui est imposé et qui ont des difficultés ou qui ne sont pas prévus en tout cas pour sortir de ce circuit. On voit ici donc un système d'AGV sur un des tout premiers AGV donc, qui constituait finalement un train. On avait reconstitué un petit train. Ici, sur la deuxième photo, donc, on a plutôt des masses importantes et lourdes, et donc un AGV qui assure le transfert. Et on voit donc ici qu'on met une quantité très forte, donc à équivalent cariste, finalement on économise des allers-retours. Un autre AGV qui prend ou qui dépose une palette donc, sur un poste de travail. Et puis à nouveau un petit train avec, là on ne parle plus de palette, on ne parle plus de colis, on a vraiment quelque chose de totalement customisé. L'AGV en lui-même donc, est le système de traction qui va tirer la marchandise, mais on adapte exactement ce qu'on veut. On prend une palette, on prend un colis, on prend des pare-chocs, on prend des sièges pour l'automobile, on prend vraiment ce qu'on peut. Alors évidemment, on customise, donc il y a forcément, mais on va customiser la solution. Dans AGV, il y a aussi le A de autonome qui est important, et l'autonomie est vraiment arrivée plutôt dans la fin des années donc des années donc 90 où donc on a une évolution donc de cette partie navigation. On a commencé à pouvoir avoir donc des lasers, des capteurs infrarouges, de manière à pouvoir détecter aussi ces AGV. Et donc, eux vont se déplacer par rapport plutôt à des repères qu'on va fixer, donc qu'on va positionner donc, dans les locaux de travail. Continuons, si vous le voulez bien, sur cette partie donc AGV, avec au fil du temps et l'évolution, hein, là aussi, on n'arrête pas de progrès, comme on dit. Donc, dans les années 2000-2010, une flexibilité, une polyvalence qui est arrivée donc, de la part de ces AGV, avec des gammes qui ont permis de s'adapter à des environnements. On a commencé à avoir des AGV qui sortaient de plus en plus. On a vu des AGV donc, qui
sur le principe du 4.0, donc communiquer entre eux pour coordonner leurs mouvements. Donc, on a une partie de couche de système d'information qui est venue compléter, améliorer donc, cette offre. Et on voit aujourd'hui dans des entrepôts des flottes complètes d'AGV qui cohabitent sans avoir de problème particulier. Attention à cette cohabitation. Un AGV aujourd'hui, quand on le fait cohabiter avec des caristes, lui, il voit un obstacle qui s'arrête. C'est sa spécificité, on verra, contrairement à un AMR. Un AGV voit un obstacle qui s'arrête. Donc, si on est dans une partie d'entrepôt ou d'activité où il y a pas mal de caristes en ligne, ben le produit que vous allez confier à votre AGV va s'arrêter sans arrêt. Il va mettre beaucoup de temps à arriver dans sa destination. Et pareil sur l'AGV de retour, qui plus est, s'il est à vide ou s'il a des emballages vides. Voilà. Dès l'instant qu'on a le moindre obstacle, on s'arrête par sécurité. Il n'y a pas de contournement. On est toujours, encore une fois, sur des AGV, sur des circuits bien identifiés. Et en général, on voit une trace au sol au bout d'un certain temps. On voit bien que l'AGV passe exactement sur telle direction, tourne à gauche, tourne à droite, fait demi-tour, etc. Aujourd'hui, donc, on les connecte de plus en plus. On arrive à optimiser donc des gestions d'entrepôt. On les connecte avec donc des capteurs IoT, Internet de l'objet. Et donc, on va améliorer les capacités de navigation, mais on reste encore une fois sur des passages relativement fixes et imposés. Alors, si on regarde donc, ces AGV, alors je ne peut-être pas revenons en arrière ici pour voir des exemples. Donc une flotte d'AGV côté gauche, qui sont prêts à prendre des palettes qui vont sortir de production par exemple. La deuxième photo, on est plutôt sur du produit sur la palette qui semble assez lourd. On a deux palettes, donc on a un AGV donc en multiprofondeur. Donc attention, parce que ces AGV, évidemment, quand ils vont plus on lève la charge, plus on va être obligé d'avoir un contrebalancier et donc une surface au sol importante parce que on a besoin donc d'un contrepoids. Un AGV ici dans une cour donc qui fait office de navette, il va déplacer la semis d'un quai à une autre, d'un site à un autre, et puis un autre AGV là aussi en extérieur, couvert pour la protection des produits. Donc, il va tirer, on réinvente le train ou un petit train à l'intérieur d'un site industriel. Nos AGV évoluent dans le temps. On en a ici donc quelques exemples. Ce qu'on peut remarquer aussi ici, c'est que on a des AGV qui ont un poste de conduite. Ça veut dire qu'un AGV, on peut le reprendre en direct. Un cariste peut reprendre la main dessus. Si à un moment donné on veut faire autre chose que ce pourquoi il est programmé, ou s'il y a une anomalie quelconque, ou faire de l'apprentissage, on va donc prendre en main cet AGV en manuel. On a aussi des entreprises aujourd'hui qui font ce qu'on appelle du rétrofit ou de l'adaptation sur une flotte existante. Vous avez des engins, ils ne sont pas très anciens, ils ont encore une belle durée de vie devant eux. Vous voulez les adapter pour qu'ils aillent ranger des palettes gerbées en hauteur, puisque les AGV, donc, on peut les trouver en tridirectionnel, en rétract, donc on va leur confier donc, une notion de stockage, des stockages dans les racks ou en masse. C'est la photo qu'on avait sur l'exemple précédent, où on était sur du gerbage par deux. Donc, on va leur confier donc du gerbage, et donc on peut adapter donc les engins existants. Tous les engins existants aujourd'hui peuvent être concernés par une adaptation. On voit sur la deuxième photo en partant de la gauche une espèce d'arche sur laquelle on va donc équiper tous les éléments de sécurité de manière à donner de la visibilité à l'engin et prendre la main sur la direction, sur la conduite de cet engin. Alors, aujourd'hui, avec l'évolution donc de la technologie, on a une meilleure gestion de la charge, on a des meilleures batteries, donc on gagne en autonomie. On peut avoir ce que j'appelle des travaux décalés possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un buffer, un convoyeur par exemple, qui va cumuler des produits donc prêts à ranger, mais au lieu de les faire en journée en même temps et en parallèle que des caristes, on va appuyer sur le bouton et on va demander à l'AGV de ranger ces produits-là la nuit. Et donc, on va le laisser tout seul opérer dans l'entrepôt la nuit pour aller ranger des produits ou pour faire du réapprovisionnement picking, etc. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec les AGV aujourd'hui.
On peut travailler en hauteur, djempage en rack, djempage en masse. On va équiper donc soit de fourches convoyeurs ou d'autres systèmes totalement totalement adaptés. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. On peut faire les petits trains. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des avantages qu'on va trouver sur les AGV. On peut faire de la charge lourde, voire très lourde. Alors évidemment, plus on monte en capacité et plus la facture va être salée à la fin donc, sur cet AGV, mais c'est parfois utile quand on a des produits lourds, dangereux, sensibles, pas très stables, d'adapter un AGV pour faciliter donc, ce transfert. Encore une fois, et on l'a sur la petite synthèse en haut à gauche, on a une zone dédiée. Donc on limite, on évite la coactivité, mais idéalement, il faut une zone dédiée donc, pour faire fonctionner nos AGV. Parlons maintenant, si vous voulez bien, des AMR. Les AMR, Autonomous Mobile Robots. Alors là, on parle de robots, on parle plus de véhicules guidés et autonomes, on parle vraiment de robots mobiles. Ils sont arrivés plus récemment, dans les années 2010, et ils se démocratisent de plus en plus. Pour ceux qui se sont rendus sur le salon SITL récemment ou un salon type Logimat, on voit énormément aujourd'hui de producteurs et d'offreurs de solutions donc, sur ces notions d'AMR qui viennent amener une souplesse d'organisation dans nos entrepôts et répondent aussi à un besoin de transfert de produits du point A au point B. Mais la grosse différence par rapport à l'AGV, c'est qu'ils sont plutôt conçus pour être des véhicules qu'on appelle cobo, c'est-à-dire qu'ils sont prévus pour la coactivité, pour le fonctionnement avec les opérateurs qui sont sur les mêmes quais et dans les mêmes unités de travail. Ils sont nativement équipés donc de capteurs, de systèmes de navigation. Et là où on a une trajectoire fixe qui est définie pour un AGV, l'AMR, lui, va lui-même définir, optimiser, calculer donc sa trajectoire. On peut lui donner des limites, évidemment, mais il va avoir une notion donc, qu'on appelle le machine learning, d'auto-apprentissage. Et donc, au fil du temps, il va trouver son fonctionnement optimum par rapport donc, aux missions qu'on va lui confier. Ce sont des engins qui voient, entre guillemets, donc qui perçoivent l'environnement, ils ont la cartographie, ils optimisent leur trajectoire, ils optimisent les charges de batterie quand ils ont besoin, donc ils vont ce qu'on appelle biberonner sur des postes d'attente. Et donc, on voit ici sur les illustrations quelques exemples où on peut soulever une étagère, où on peut soulever donc, une palette ou un support donc, avec des colis dessus. On peut lever une palette également. La seule contrainte, j'allais dire, commune entre eux ici, c'est qu'on a besoin à un moment donné de passer par un poste de travail, c'est-à-dire qu'on a besoin de définir là où l'opérateur pose ou récupère une palette de manière à pouvoir définir ce point fixe de départ et d'arrivée. On ne s'arrête pas n'importe où dans un entrepôt. On va sur un poste picking, on va sur un poste de prélèvement, on amène sur un poste de pesée. On amène sur un poste de travail quelconque, mais en tout cas, on ne s'arrête pas n'importe où et on a besoin de positionner correctement ces interfaces. Les AMR aujourd'hui permettent d'accompagner les préparateurs sur le picking. Voilà, ce sont des robots suiveurs entre guillemets. Ils permettent, alors certains fournisseurs donc font un pack entre guillemets donc qui inclut à la fois la partie robot et la partie étagère avec une logique donc, de préparation donc en Bootstrap. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'entrait pas dans le détail, soit du stockage, soit de la préparation de commandes, on voit que les AGV peuvent aller stocker en hauteur ou en masse ou en rack, et puis les AMR peuvent amener des étagères sur un poste de préparation avec toute la partie intelligence qui fait donc du bout sous personne. Et donc on peut avoir donc, ces cas d'usage qu'on voit ici sur les photos. L'intérêt de l'AMR, encore une fois, c'est qu'ils naviguent de manière autonome, ils évitent des obstacles puisqu'ils ont cette vision, même dans le noir, ils peuvent travailler. Et puis donc, ce qu'on appelle les tortues aujourd'hui, au départ, on était plutôt sur des colis parce qu'on était sur des outils de petite dimension avec une faible capacité donc, de charge. Aujourd'hui, on arrive sur des palettes, sur des charges beaucoup plus
forte. On peut soulever des étagères, on peut soulever des bacs comme on le voit ici, des cartons. Donc, et puis donc passer de zone de travail en zone de travail. Donc on revoit aussi l'intérêt, c'est qu'on revoit aussi donc les stratégies de préparation de commandes, de consolidation donc de préparation à travers ces outils. Et encore une fois, ils sont faits pour être des cobots, aider donc avec la collaboration en machine. Les AMR aujourd'hui équipent des entrepôts, mais ils sont aussi utilisés en télésurveillance. Quand il y a une alarme incendie, quand il y a une alarme intrusion, c'est pas forcément un maître chien qu'on envoie avec son chien pour aller voir ce qui se passe au niveau de la porte. On peut envoyer directement un AMR qui va aller donc filmer, être équipé de capteurs de fumée, de capteurs de gaz, etc., pour aller voir ce qui se passe sur la zone qui est détectée. On les utilise aussi pour du nettoyage. Aujourd'hui, on peut avoir des AMR qui sont simplement des aspirateurs et qui se déplacent dans la maison, dans l'appartement, donc quand on n'est pas là. On vient livrer les colis en zone urbaine. Alors attention, hein, il y a une législation derrière, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir. Et puis on peut en avoir également qui s'occupe de tendre la pelouse quand on est au travail. Mais là, on sort du périmètre de la logistique et de l'industrie. Alors, ces AMR, on a encore quelques illustrations. On voit qu'on a quand même des postes de travail, on voit qu'on soulève des charges, soit de la palette, ici du box. Ils ont donc certains avantages quand même, hein, c'est qu'ils sont encore une fois directement équipés, donc bénéficient donc des avancées 4.0, donc de la communication. Donc, on peut avoir des flottes énormes d'AMR. Ils bénéficient donc d'intelligence artificielle. Alors, attention à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais en tout cas, on voit que ce sont des outils qui sont plus intelligents aujourd'hui que les AGV donc hier. Ils ont un itinéraire qui est libre, ils détectent les obstacles, ils sont faits pour cohabiter donc avec des opérateurs. Ils ont cette taille restreinte qui leur permet aussi de faire un demi-tour sur place à 360 degrés, donc qui permet vraiment d'optimiser derrière de la surface de travail. Aujourd'hui, ils sont encore très plats, on le voit, ils sont encore plutôt destinés à des travaux intérieurs, mais je pense qu'on ne va pas tarder à en voir qu'ils sauront sortir, à condition bien sûr de sécuriser la charge. C'est des solutions qui sont plus légères à mettre en place, plus faciles à mettre en œuvre, qui sont quelque part aussi moins coûteuses que des AGV. Ça nécessite là aussi évidemment un bon système d'information. Mais en tout cas, c'est des solutions qui nous permettent aujourd'hui d'amener de la flexibilité et d'avoir des projets à relativement court terme dans nos entreprises. Alors maintenant, vous allez dire comment est-ce qu'on fait pour choisir? Est-ce qu'on garde le charisme? Est-ce qu'on investit dans du convoyeur? Est-ce qu'on va chercher des AGV, des AMR? Donc, difficile de comparer encore une fois toutes ces technologies qui ne sont toujours pas opposables. Je me répète un peu, mais elles ne sont pas opposables. Et donc, plutôt que reprendre les différents slides que je viens de proposer, je voudrais élargir un petit peu et refaire à la fois une synthèse et un complément d'information. En termes de technologie, nos outils sont de mieux en mieux équipés et sont donc les convoyeurs sont de mieux en mieux équipés. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on bénéficie quand même de manière native et c'est important, c'est-à-dire qu'on n'adapte plus une technologie sur un matériel, mais il est natif. Les fameux pure players entre guillemets, et donc les AMR bénéficient donc pleinement de cette évolution. Les AGV commencent à en bénéficier aussi. Si on prend un avantage qu'on peut regarder dans chaque catégorie, un convoyeur va nous permettre de constituer un buffer de stock important en sortie de production, en préparation de chargement, etc. L'AGV va nous permettre de gerber, chose que l'AMR ne fait pas. Il commence à soulever un petit peu, à aller sur du niveau 1 avec un système donc, de ciseaux, mais ils ne sont clairement pas destinés à ça. L'AMR, lui, va plutôt privilégier le mode COBO, donc le travail en collaboration donc avec un opérateur. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, on peut le faire.
En termes d'infrastructure, évidemment, les convoyeurs, on a vu, hein, ils sont fixes, ils sont fixés au sol. De moins en moins, aujourd'hui, on a des convoyeurs, encore une fois, qui sont mobiles. On n'a pas parlé non plus des convoyeurs qui nous permettent, qui sont sur roue, et qui nous permettent d'aller faciliter le dépotage d'un conteneur ou l'empotage d'un conteneur. Et donc, un convoyeur donc, qui va s'étendre pour aller jusqu'au cœur de la zone de réception ou de la zone de préparation, faciliter à la fois. On amène donc une notion RSE et d'amélioration des conditions de travail. L'AGV nécessite une infrastructure de repérage, donc au mur, au pied de rack, au sol, pour se repérer, là où l'AMR n'a besoin quasiment de rien pour fonctionner. Les utilisations possibles donc, en hauteur pour les convoyeurs, c'est-à-dire qu'on peut exploiter donc la hauteur et les plafonds des entrepôts. L'AGV peut sortir. Les AMR sont plutôt sur des surfaces, permettent des utilisations sur les surfaces restreintes, donc de diminuer le besoin en surface donc, pour cette partie de transitique pour autoriser plus de surface derrière de travail, de stockage, de préparation, de poste, etc. La maintenance est plutôt facile sur les convoyeurs, elle doit être régulière et comme un système automatisé sur les AGV, donc un peu plus lourde, elle est plutôt minimale sur les AMR. Alors, il va falloir qu'on ait un petit peu plus de recul par rapport aux batteries et autres. Et puis ça c'est important et ça fera un lien avec la notion d'étude de faisabilité quand on réfléchit à la possibilité d'investir dans de tels systèmes, le passage des pics d'activité. Alors, le convoyeur va plutôt évacuer les produits. Voilà, ça veut dire qu'on doit avoir la bonne cadence et on doit avoir derrière les bonnes personnes ou les bons outils pour évacuer, pour vider le convoyeur en cas de pic. Donc là, ici, on peut rattraper donc, par une flotte derrière le convoyeur si vraiment on crache beaucoup plus de produits qu'habituellement en termes de pic d'activité. L'AGV va falloir anticiper sa flotte et la calibrer plutôt sur le seuil haut du pic. Puisqu'il va être difficile, on a vu que c'était des outils qui sont quand même assez imposants, qui sont plus longs à mettre en place, qui peuvent être à un moment donné donc customisés, et donc on va falloir calibrer une flotte pour pouvoir passer donc nos pics d'activité anticipés, et on ne peut pas mettre un AGV supplémentaire comme ça du jour au lendemain ou plus difficile. Les AMR sont des solutions plus light. Alors, si tant est qu'ils ne soient pas non plus customisés par rapport à une activité, on peut, et beaucoup de fournisseurs proposent donc un système de location court terme, c'est-à-dire que vous avez une flotte d'une vingtaine d'engins, et puis vous avez votre pic d'activité qui arrive, et donc on vous met en place 5 engins qui se connectent relativement facilement donc, au reste de la flotte, et vous pouvez continuer à travailler en prenant plus d'activité. Évidemment, il faut qu'on fasse attention aux interfaces en aval et en amont pour que ce soit cohérent et qu'on ne déplace pas juste un boulet d'étranglement. Voilà, donc les convoyeurs peuvent jouer un rôle de tampon. Ils peuvent s'interfacer aussi avec des AGV, des AMR. Ça, c'est important. Quand je disais tout à l'heure que c'était complémentaire, on peut avoir des convoyeurs qui sont des AGV qui sont équipés donc, de rouleaux qui peuvent traverser une allée, par exemple. Je récupère une palette au bout d'un convoyeur et je l'emmène sur un autre poste de travail. Je lui fais traverser l'allée, je l'emmène dans un bâtiment donc, à l'extérieur parce que je me connecte directement et je m'interface avec un propre convoyeur quand j'ai mon outil. Les AMR commencent légèrement à se lever, on en a parlé, et la conclusion un peu, ou l'idée qu'on peut avoir derrière, c'est finalement, est-ce qu'on va pas demain sur le marché avoir un rapprochement donc des AGV, des AMR, c'est-à-dire avoir cette technologie native des AMR qui vient bénéficier donc aux AGV, et où finalement la distinction entre les deux outils sera plutôt le cas d'usage, avec cet AMR plutôt travaillant au sol et l'AGV plutôt travaillant donc, sur des charges un peu plus lourdes et donc avec des travaux en hauteur. Alors évidemment, je ne vous cache pas que on sait évidemment vous accompagner sur une étude de faisabilité pour aller analyser, comparer des solutions et voir si vous avez un intérêt à positionner un convoyeur, un AGV, un AMR. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est pas l'aspect offre d'accompagnement de SINCO, encore que c'est plutôt cette notion de dire que l'automatisation
de convoyeurs, même si la mécanisation fait partie de la automatisation, c'est un investissement. Et qu'on n'a pas le droit de se louper quand on investit des fortes sommes dans un entrepôt, parce que, encore une fois, on va avoir du mal à réagir et à modifier. Et malheureusement, j'ai déjà vu des entreprises qui ont investi dans des systèmes automatisés, mais ben, c'est pas adapté, je les démonte. Et puis derrière, bah, je sais que j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je reprends un système totalement manuel. Donc, l'idée, c'est d'être bien sûr de ce qu'on fait. Alors, on a une analyse, une étude de faisabilité qui va prendre en compte les critères physiques, qui va prendre en compte des cadences, des environnements de travail, un pack complet donc, qui va permettre d'introduire, d'aller calculer, d'aller anticiper et finalement estimer le besoin par rapport donc, à l'investissement à venir. On doit pouvoir passer les pics d'activité avec ces systèmes-là. Sinon, vous allez avoir un problème pour répondre à la demande de vos clients. On doit pouvoir anticiper les évolutions. Si vous avez un convoyeur qui est fait pour transporter de la boîte de chaussures, est-ce que demain, on sait transporter des espadrilles à l'unité? Est-ce que demain, on sait transporter de la boîte de bottes? Par rapport à la largeur, à la dimension, par rapport à des poids. Voilà, donc anticiper au maximum les évolutions et puis donc aller chercher le bon dimensionnement. Et on a un outil que je vais vous présenter derrière, qui est la simulation flux, qui permet d'aller calibrer une flotte et de s'assurer qu'on a bien anticipé, si tant est que on a les bonnes cadences entre ce qu'on nous a vendu et ce qu'on a mis en place. Et c'est notre rôle aussi quand on vous accompagne de vérifier ces cadences. Donc on a un outil qui permet de vérifier que ben, on peut passer l'activité avec 22 AMR par exemple et pas 25 en fait. Alors pour ça, donc, on a notre fameuse étude de faisabilité qui prend en compte le cadre de référence, quel est le périmètre sur lequel on travaille, qui prend en compte l'étude de besoin, non pas de la pratique actuelle, mais du besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire donc, dans notre entrepôt, donc, quelles sont les cadences à tenir, quels sont les impératifs, quels sont les pics d'activité et autres. Une grosse analyse de données avec donc un schéma des flux et donc un livrable qui prend à la fois les enveloppes d'investissement, les OPEX, donc les coûts d'opération annuels. On a des courbes qui vont se croiser, on va comparer différentes technologies, encore une fois de manière indépendante des fournisseurs, pour aller chercher, donc identifier le bon outil. Et puis, on amène des analyses critiques aussi de comparaison par rapport à de la maintenance, par rapport à la facilité de mise en œuvre, de travaux, etc., de manière à pouvoir vous aider dans le bon choix de la solution. Je vous parlais tout à l'heure de simulation de flux. Donc, on a des outils ici qui nous permettent, par exemple à gauche, qui nous permettent de calibrer. On est sur des postes de travail donc dans l'automobile avec une simulation donc d'une flotte donc d'AMR qui viennent apporter des pièces sur les postes de travail, évacuer les contenants vides et évacuer donc les produits finis, semi-finis, et puis de temps en temps, ils se mettre en charge et attendre la prochaine mission. Donc l'idée, c'est de savoir donc, combien on a besoin de positionner de véhicules donc, pour assurer l'activité qui est requise par le client. À droite, je vois que la simulation est déjà finie. On avait donc une notion avec un calcul de saturation de convoyage en fonction donc, de positionnement de cariste qui évacue donc, le bout, en fonction d'une capacité également de mise exécution de Big Bag. Voilà deux cas d'usage qu'on peut avoir, des utilisations des plus simples aux plus compliquées, mais en tout cas, on est capable derrière de simuler, de reproduire sur un environnement. Donc, à la fois, on bénéficie du visuel, à la fois, on bénéficie donc des statistiques et des éléments concrets pour adapter la flotte et valider et appuyer sur le bouton pour passer une commande. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, l'heure est aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On a encore quelques minutes pour y répondre. J'ai ici mis quelques noms donc, de fournisseurs qui m'ont permis donc d'illustrer mes propos, des choses assez intéressantes. Voilà, donc vous les retrouverez dans le document qui vous sera envoyé, donc qui est l'issue de ce webinaire. Et merci en tout cas à ces fournisseurs pour l'exploitation merveilleuse.
Voilà, vous avez ici nos coordonnées complètes. Je vais regarder si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous avez un outil de chat qui vous permet de le faire, en espérant donc que j'ai pu répondre à vos attentes à travers cet exercice. Alors, j'ai une première question qui est arrivée. Si j'arrive à la lire en entier. Alors, là. J'en ai même plusieurs. Bon, alors une personne qui s'excuse, qui a quitté la présentation en cours de route, donc ça c'est vite répondu. Quel est j'arrive pas. Quelle est l'interopérabilité avec les divers WMS? Alors en fait, aujourd'hui on a des WMS qui incluent une couche de ce qu'on appelle WCS, Warehouse Control System. Ça veut dire qu'on peut être amené soit à utiliser donc un outil de supervision, donc un système d'information de supervision du fournisseur de la solution, soit on peut arriver à les greffer et à les mettre en place directement depuis donc, le WCS qui est inclus donc, dans l'outil de gestion d'entrepôt. Ceci étant, on n'est pas sur des solutions très complexes. C'est-à-dire on demande, alors quand on est sur l'accompagnement, préparation de commandes, etc., oui, on a besoin de savoir et de dialoguer avec les WMS pour savoir où est-ce qu'on doit aller, faire des prélèvements, quel colis, combien, etc. Donc là, on a besoin. Quand on est sur du convoyeur, on peut avoir juste un système de détection, donc on peut avoir des outils qui sont indépendants du WMS. On a un capteur, on sait qu'il y a une palette qui est en place, et donc on a soit il y a le cariste qui a un management visuel et qui va venir la récupérer, soit il y a un capteur qui appelle un AMR, un AGV pour récupérer le colis et le transférer et l'emmener à votre appel. Quand on est sur l'alimentation de poste de travail, en général, ça peut être ça peut être un opérateur qui a un bouton poussoir à sa disposition et qui va appeler le système. Et il y a un système de lecture qui va permettre à l'AMR ou à l'AGV de savoir où est-ce qu'il doit emmener sa position. Surtout pour l'AMR, puisque l'AGV, on a vu qu'il avait donc euh, des déplacements qui sont fixes et prédéfinis. On peut également travailler de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on informe les outils de la production du jour, on informe les outils de je veux mettre cette production à tel endroit, cette production à tel endroit, et donc on peut avoir aussi, on n'est pas obligé d'interfacer totalement ni un ERP ni un WMS, même si j'aurais tendance à le conseiller, on peut s'épargner des fois donc ces solutions-là quand on est sur des applications relativement simples. Alors, on a une autre question. Est-ce que tous ces outils sont compatibles avec les produits dangereux, les normes CPE, des contraintes de température? Est-ce qu'il faut les adapter? Alors, il n'y a pas de vérité. Oui, ils sont compatibles. Il faut effectivement les adapter. Aujourd'hui, quand on parle de normes CPE, si on va donc à l'extrême, on est sur des environnements ATEX par exemple. Très peu d'engins sont ATEX. Mais il y a des adaptations possibles, effectivement, avec des systèmes de protection. Quand on est sur des matières dangereuses, donc qui nécessitent, qui sont dangereux pour l'environnement plutôt, qui nécessitent un bac de rétention, il y a moyen d'équiper donc et de transporter directement la palette sur un bac de rétention. Voilà. L'intérêt aussi de ce type de système automatisé et nous avons actuellement une étude qui le concerne. C'est quand on est donc, dans un environnement Céveso, c'est de pouvoir éviter de mettre un cariste dans un entrepôt dans lequel on a des produits pas très sympathiques, donc qui pourraient soit respirer, soit percer un produit ou autre. Et là, on va confier à nos outils totalement automatisés, donc à des AGV, sans aller jusqu'à un transstocker, à des AGV, donc rétract tridirectionnel, donc la prise en charge. Donc oui, c'est compatible. En fait, c'est comme ça fait partie du cadre de référence à prendre en compte dès le départ.
On peut aller aujourd'hui dans des environnements froids positifs, on peut aller dans des environnements froids négatifs, donc aucun problème pour rentrer dans ces zones-là. Et là encore, si on rentre dans les froids négatifs, ça évite qu'il y ait un opérateur qui aille et qui rentre dedans. Donc on a un intérêt qui est à la fois optimisation de la surface et un intérêt qui est à la fois RSE, ressources et positionner nos opérateurs sur des tâches un peu plus nobles et avec moins de contraintes. Voilà, alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de questions. N'hésitez pas, vous avez ici mon adresse mail. Posez vos questions, c'est avec plaisir que je vous rappellerai. L'heure est donc venue de se quitter, 14h57. J'ai une autre question qui arrive. Voilà, restriction sur les environnements en matière dangereuse. Ben, quelque part, je vais un peu d'y répondre. Tout dépend du danger, finalement. Donc, en fait, c'est à chaque fois, c'est au cas par cas qu'il faut prendre donc, le besoin et associer et comparer les meilleures réponses possibles. Voilà, nous sommes dans les temps, 14h57. L'heure est venue de se quitter. Merci pour votre participation. Bonne continuation, bon après-midi. À très bientôt et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si nécessaire ou à nous consulter si vous avez des projets, des idées. Ça vous engage à rien. On peut mener une conversation ensemble. À très bientôt. Merci. Au revoir.